Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. En France, le secteur de la restauration produit en moyenne un peu plus de 7 milliards de repas par an. La production d'un repas en restauration représente 520 grammes d'emballage. Ça doit en faire des déchets. Quand on pense aux déchets, on peut penser aux biodéchets. Mais il y a aussi les emballages et les conditionnements dans toutes les matières qui remplissent les poubelles, et souvent pour peu de distance. C'est cette accumulation d'emballages qui a marqué Shu Zhang il y a quelques années. Shu est la cofondatrice de Pandobac. Elle est ingénieure de formation, puis a bifurqué pour devenir restauratrice. Marquée donc par les sacs, les cagettes et les palettes qui envahissent les cuisines puis les poubelles, elle s'est lancée avec 2 associés dans une entreprise qui propose des bacs réutilisables aux fournisseurs alimentaires. Des tests de bacs IKEA à la logistique de Rungis, je vous invite à découvrir le parcours de Shu et de Pandobac. Je m'appelle Flavie Després, je suis la directrice générale et la cofondatrice de Care News, le média des acteurs de l'engagement, et je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Changer la norme, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs qui veulent placer l'humain, l'environnement et la société avant le profit. Depuis 3 ans, ce podcast vous propose de découvrir les parcours et les ambitions de celles et ceux qui changent la norme. Ces entrepreneurs sociaux ou nouvellement à impact sont-ils comme les autres ? Dans Changer la norme, vous découvrirez qu'ils ont des espoirs, des succès, des doutes, des joies et des galères. Qu'ils gèrent aussi des aspects financiers, commerciaux et RH, moins visibles que la mission qui les anime, mais qui bordent leur chemin entrepreneurial, qui est loin d'être un fleuve tranquille. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les plateformes de podcast et à le partager pour que tous ensemble, nous puissions changer la norme. Bonjour Chou. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Ravie d'être là. Mais moi aussi, je suis ravie. Mais comme je dis que je suis ravie à chaque invité, les gens vont penser que je suis pas sincère, mais pour de vrai, je suis à chaque fois ravie. Alors, Chou, on est là aujourd'hui pour parler de toi et de Pandobac. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, donc moi, je suis Chou. J'ai cofondé Pandobac avec 2 autres associés en 2018. Pandobac, du coup, c'est une start-up dans le domaine du réemploi d'emballage. On propose des solutions concrètes, opérationnelles pour remplacer les emballages à usage unique par des emballages du coup réemployables dans une démarche vraiment de zéro déchet, de vouloir réduire effectivement les déchets qu'on produit et qu'on consomme et dans une démarche bien sûr d'impact environnemental positif. Bon, alors, avant que tu nous racontes tout l'impact de Pandobac, on va faire un petit peu marche arrière. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors oui, en plus, j'ai un parcours assez particulier. Donc moi, j'ai d'abord été dans une école d'ingénieur et ensuite, je me suis dit, ça me plaisait pas, en fait, un travail d'ingénieur dans un bureau. Je me suis demandé ce que j'aimais et en fait, ce que j'aimais, c'était manger. Du coup, je suis allée faire un CAP cuisine en alternance et j'ai ouvert un restaurant ensuite en 2014 pour vraiment partager un peu cette passion de la gastronomie, de la cuisine. Donc, je voulais un lieu à moi. Restaurant donc, que j'ai ouvert à Paris dans le 12e arrondissement. Et que j'ai gardé d'ailleurs jusqu'à très récemment, parce que je l'ai revendu cet été. Donc, je l'ai continué, disons, à l'avoir. Je ne voulais pas trop m'en détacher. Et c'est dans ce restaurant, effectivement, que j'ai vécu quelque chose que j'ai très mal vécu, d'ailleurs, qui était la gestion justement de mes emballages, plutôt qui venaient de la part de mes fournisseurs. Et c'était des cartons, des cagettes en bois, des caisses polystyrène que je devais casser, jeter tous les jours. C'était vraiment quelque chose qui tous les jours, c'était vraiment une horreur pour moi de faire ça. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à ça, d'où Pandobac. Donc, c'était vraiment, ça découlait directement de mon expérience précédente.
Donc tu es marqué par cette accumulation, d'emballages. Enfin, déjà, à l'échelle des particuliers, on voit ce que c'est. Donc à l'échelle des professionnels, ça doit vraiment être vertigineux. Et là, j'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on rentre dans le détail de Pandobac. C'est que bon, toi, tu es restauratrice, donc tu es déjà entrepreneur, tu sais gérer une entreprise. Tu te dis qu'il faut trouver une solution pour, limiter, ces emballages, voilà, ces déchets uniques. Mais comment ça se passe? Comment tu cherches, tes cofondateurs? Alors j'avais du coup effectivement une idée très précise de ce que je voulais pour Pandobac, pour ne pas reproduire les erreurs que j'avais faites, pour, mon restaurant. Pour mon restaurant, j'étais, toute seule, donc je me suis dit: «Je ne veux pas recommencer à être toute seule, en fait, dans une entreprise». Je veux des profils, assez différents de moi, pour justement qu'on puisse se challenger, chacun. Et du coup, dans la tête, c'était: je veux un ingénieur et une personne qui est plus profil commercial. Et du coup, en discutant un peu avec pas mal de gens, il y a des gens qui m'ont mis en relation avec des amis, qui cherchaient, qui se posaient des questions. Donc au final, mon associé ingénieur, donc c'est Roch, qui était un ancien, camarade d'école d'ingénieur. Pour le coup, le timing était bon parce que lui avait aussi créé son entreprise, après l'école et il était sur la fin aussi de cette entreprise-là. Et donc Anaïs, l'associée, donc plutôt, profil commercial, c'est vraiment une présentation par, des amis en commun, qui nous ont rapprochés. Et c'est tout à fait, voilà, ce que j'avais en tête en termes d'associés. Donc j'étais ravie d'y arriver. Donc donc vous êtes à 3, le match, vous êtes très, complémentaires. Et comment ça se passe au début? Puisqu'en fait, il va falloir que tu rentres dans le détail de ce que fait Pandobac parce qu'il y a beaucoup de logistique. Oui. Et j'imagine qu'on part pas, dans un garage, avec des feuilles de papier d'alu en se disant: «On va tout révolutionner». Alors, c'était à peu près ça. C'était C'était pas facile. loin. En fait, effectivement, on a commencé forcément à se dire: on va creuser un petit peu, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que c'est juste moi, à mon échelle, dans mon restaurant et tous les autres, en fait, ils vivent très bien tout ça? Donc déjà, on est allé discuter avec pas mal de restaurateurs, de fournisseurs également, pour, comprendre pourquoi ils utilisaient des emballages jetables et est-ce que c'était un problème, pour eux? Donc il y avait cette petite période, on va dire, d'enquête et ensuite, on s'est dit: on va tester. On va vraiment le faire à échelle, à échelle humaine. Donc à l'été, 2018, on a trouvé un grossiste dans le marché de Rungis qui a accepté, de manière complètement, volontaire, gratuite, qu'on leur fournisse en fait, des sortes de bacs réutilisables. Et les opérateurs devaient vraiment, jouer le jeu, mettre les produits dans les bacs réutilisables, noter parce que du coup, il n'y avait pas de système de suivi, quand on a fait ce test. Du coup, c'était un petit cahier où il fallait noter vraiment tous les numéros de bacs, qu'ils envoyaient, à quel restaurant et cetera. Donc c'était, vraiment très artisanal et les bacs qu'on a pris, on est allé acheter des bacs, Ikea, blancs, voilà. Donc comme je disais que c'était un peu dans un garage, c'était un peu ça et on a fait ça pendant 1 mois et quelques avec lui et en fait, les retours étaient, incroyables de la part des restaurants. Ils étaient trop contents, en fait, de recevoir des bacs plutôt que des cartons. Et c'est d'ailleurs, suite à ce test qu'on a eu notre 1er, client qui a été, envoyé par, le Bristol. Donc c'était vraiment hyper encourageant, suite à un petit test qu'on trouvait un peu aussi nul, hein, avec des boîtes Ikea, qu'il y ait eu, des émulations derrière de restaurants qui ont demandé cette solution, à leurs fournisseurs. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé d'investir? Parce que ça, tu vas nous raconter, mais en fait, on se lance pas dans la logistique, j'imagine, avec, pas de moyens, pas d'objectifs et pas de vision. C'est là où vous vous êtes dit qu'il fallait faire quelque chose à grande échelle? C'est sûr que nous, là, c'était pas une start-up, numérique où, tout se fait en ligne, il y a besoin de peu d'investissement. Nous, forcément, il fallait acheter des bacs réutilisables, donc faut avoir un parc de bacs réutilisables, donc il y a cet investissement-là et derrière, vu qu'on fait de l'alimentaire, il y avait toute cette question de lavage. En fait, c'est que ces bacs, une fois qu'ils sont utilisés, au bout d'un moment, il faut quand même les remettre, en état pour être réutilisés. Et donc, la question était de savoir effectivement, est-ce qu'on investit dans un centre de lavage qu'on va opérer nous?
Et en fait, la réponse a été oui, il faut le faire parce que dans le marché de Rungis, où forcément il y a une concentration énorme d'entreprises, de flux de marchandises et du coup d'emballages jetables, il n'y avait pas du tout de centre de lavage. Donc il n'y avait rien. Donc on s'est dit, il faut qu'on le crée parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Donc on est effectivement parti dans une démarche de créer une entreprise industrielle, en fait, où on allait opérer effectivement des flux logistiques de contenants, le lavage, le suivi et du coup des investissements. Donc, effectivement, oui. Et pour qu'on comprenne bien, pour les gens qui ne sont pas du secteur, donc il y a un centre où il y a des bacs. Tu les envoies à des marchands, des fournisseurs, enfin des prestataires alimentaires. Ils remplissent les bacs. Oui. Ils les envoient dans des restaurants. Oui. Et pendant bacs les récupèrent. C'est ça la boucle ? Alors, les deux sont possibles. Souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est que le fournisseur qui livre, il récupère en même temps des bacs vides. Comme une consigne. Oui, en fait, il va livrer, c'est ça, il va livrer des bacs remplis de marchandises et il récupère ceux des précédentes livraisons directement. Du coup, ça ne rajoute pas d'opération, de flux, de camions. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et une fois qu'il a fini toute sa tournée et qu'il rentre chez lui, en fait, là, on va chercher tous les bacs en même temps chez lui, où il nous les dépose, en fait. L'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum, effectivement, les trajets. Et parfois, ça nous arrive aussi d'aller chercher des bacs si y a des bacs qui sont oubliés, si le fournisseur n'arrive pas à les récupérer parce que le restaurant, il n'est pas très coopératif, etc. Ça nous arrive aussi de le faire, mais c'est très ponctuel. D'accord. Et qui paye le service ? Du coup, c'est le fournisseur qui paye parce qu'aujourd'hui, le restaurant... Alors, je pense qu'il y a aussi un biais du fait que moi, j'étais restauratrice. Du coup, je ne voulais pas faire payer les restaurants. Du côté des restaurants. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le restaurant, quand il commande 3 kilos de tomates, il ne choisit pas dans quoi arrivent ces 3 kilos de tomates. En fait, quand il achète ces tomates, il achète, je sais pas, 2 € le kilo de tomates. Et c'est le fournisseur qui est un peu celui qui décide ou qui émet en tout cas cet emballage-là. Donc c'était vraiment dans l'idée de dire on va remplacer celui en fait l'emballage qui est émis à la base. Et du coup aujourd'hui c'est le fournisseur qui décide. Et ça impacte beaucoup son coût ou il arrive à le rentabiliser sur les mois ? Alors nous, notre positionnement, c'était de dire on veut une offre économique pour le fournisseur. Pourquoi ? Parce que c'est des métiers qui ont des marges très faibles, qui sont des métiers vraiment très opérationnels. C'est vraiment des métiers un peu de centimier où tout centime en fait est important. Donc forcément, augmenter le budget d'emballage, c'était assez dur pour ces entreprises. Donc, on avait aussi modélisé ça en disant, en fait, on veut proposer quelque chose d'économique. Est-ce que c'est possible ? Et en fait, oui, bien sûr que c'est possible parce que l'emballage réutilisable, effectivement, il est amorti dans le temps. Et après, il faut juste optimiser toutes les autres opérations et les flux logistiques pour éviter effectivement d'apporter trop de surcoûts. Mais aujourd'hui, oui, on est sur le même coût que l'emballage jetable pour le fournisseur. Et en parlant d'économie, donc vous êtes 3 il y a 3 ans, 3-4 ans. Donc, la première opération, on va chez Ikea et on essaye. Et ensuite, est-ce que vous étiez sur fonds propres ? Parce qu'en fait, il faut se mettre sur pause et il faut investir, j'imagine, dans une station de lavage, dans des milliers de bacs, peut-être pas Ikea. Oui, c'est ça. On a eu un processus assez classique en fait, de financement de start-up, je pense. Une fois qu'on avait fait ce test, ce POC, on est allé voir en fait des banques avec effectivement déjà un prêt d'honneur qu'on avait eu. Donc prêt d'honneur, ensuite une banque qui a accepté de nous financer parce que du coup c'est de l'investissement, achat de machines, achat de bacs, c'est facilement finançable par une banque. Et du coup on a vraiment réussi à ouvrir le centre de lavage donc début 2019 vraiment juste avec le prêt d'honneur et les emprunts bancaires. Donc on c'était vraiment assez fort et on a lancé les opérations. Nos premiers clients c'était sur des fonds propres et des emprunts. Et tu as combien de clients aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a une trentaine de clients qui sont des fournisseurs alimentaires.
qui vont effectivement de la petite entreprise familiale, mais au groupe national aussi. Donc, on travaille notamment avec Transgourmet. On est assez content d'avoir ce partenaire qui a commencé en fait, dès le début, dès 2019 avec nous. Donc, c'est vraiment super d'avoir aussi cette visibilité nationale. Là, on est en grosse croissance client. On espère avoir de plus en plus, en tout cas, de clients hors Île-de-France là, en 2022. Donc, de développer en région, mais à chaque fois, il y a un coût associé il faut en trouver plusieurs d'un coup, j'imagine, pour que ça soit rentable. Alors, bien sûr que pour massifier au maximum les flux et être le plus rentable possible, il faut avoir plusieurs clients et surtout essayer qu'ils soient à peu près regroupés. D'où l'intérêt des marchés en fait de grossistes, c'est qu'ils sont tous rassemblés à un endroit. Mais aujourd'hui, voilà, il faut quand même commencer quelque part. Donc, on commence doucement. On a un client en Bretagne, on a un client autour de Lyon. Voilà, donc ça commence doucement. Mais l'idée, effectivement, oui, c'est d'avoir vraiment plusieurs clients rassemblés au même endroit pour pouvoir massifier au maximum. Et est-ce que vous avez dû lever des fonds ou est-ce que les clients de Paris suffisaient pour essaimer ? Alors, on a décidé de lever des fonds. On aurait pu continuer à croître, on va dire, doucement, mais du coup, sans recruter, en limitant vraiment les investissements. Ce qu'on voulait, effectivement, c'est d'aller vite aussi, parce qu'il y a un vrai enjeu, comme tu disais, de massification des flux. Donc, si on va lentement, forcément, on va aller encore plus lentement pour atteindre vraiment la rentabilité. Donc, il y avait pour nous un enjeu d'aller vite, de croître rapidement, et on a levé des fonds en mars 2020. Du coup, timing, perfect oui, timing. C'est ça. Et auprès de fonds à impact ou des fonds classiques ? Alors non, parce que on est allé voir, moi je suis allée voir vraiment beaucoup de personnes. Et en fait, ça n'a pas marché avec les fonds impact parce qu'on était trop jeunes encore. Tout le monde nous disait, revenez dans un an en fait avec des chiffres. Et on disait comme ça, oui, mais en fait non, parce que dans un c'est an, le serpent qui se mange la queue. dans un an, en fait, on a envie d'être ailleurs. Donc, en fait, non. Et du coup, on a fait un mix, en fait, sur cette première levée de Friends and Family, donc vraiment des amis exactement, qui nous ont donné un peu d'argent chacun. On a des business angels, donc qui pesaient plus lourd, qui ont aussi mis chacun des plus gros tickets. Et il y a eu une société d'investissement, donc qui est la BNP Paribas Développement, qui a eu un coup de cœur en fait pour l'équipe et le projet qui a investi. Et c'est vrai qu'au départ, moi j'étais vraiment partie sur des fonds impact. Et au final, il n'y en a aucun effectivement qui a répondu positivement donc à la demande. Et du coup, c'est quoi l'objectif en termes de clients ? Enfin, si tu peux nous donner un ou deux chiffres, si le Covid ne perturbe pas, parce que j'imagine que c'est très Covid lié, la restauration. Oui. Ton objectif de client ou d'essaimage, là, pour 2022 ? L'objectif est assez simple. Après, nous, en nombre de clients, c'est pas forcément très représentatif. Oui, c'est le volume, j'imagine. Oui, parce que du coup, ça dépend de la taille des clients, comme je disais. Non, nous l'objectif qu'on a là pour 2022, c'est d'avoir une présence vraiment sur l'ensemble du territoire. Donc, de pouvoir vraiment opérer sur l'ensemble de la France. Donc, c'est d'avoir effectivement au moins un gros client dans chaque région. Pour pouvoir dire effectivement n'importe qui maintenant vous êtes n'importe où en France en fait on peut opérer pour vous. Et en termes de concurrence, j'ai une double question. C'est un vilain travers journalistique. La première, c'est est-ce qu'il y a déjà des projets existants ? Je sais que ça existe pour les vêtements, etc. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas des grands groupes d'emballage qui ont envie de se saisir de cette, je sais pas comment on dit, cette opportunité écologique, cette manière de rebondir ? Alors, en concurrence, il y a beaucoup de projets qui se sont montés là dans les 2 dernières années sur le réemploi d'emballage, mais plutôt les emballages effectivement consommateurs. C'est des emballages e-commerce, des emballages de restauration, vente à emporter, des petits contenants. Moi, j'appelle ça des petits contenants. Et sur les emballages professionnels, on est alors les seuls sur notre créneau. Encore, donc je touche du bois, sauf effectivement des grands groupes déjà logistiques, donc pas des industriels de l'emballage, mais plutôt des logisticiens qui proposent déjà des solutions de bacs réutilisables pour leurs clients. Sauf qu'ils ne font que de la grande distribution, donc ils travaillent que avec les géants.
Nous, notre positionnement, justement, c'est de dire, il y a toute une autre frange de commerces qui sont plus petits, comme les restaurateurs, les commerces de bouche, les bouchers, par exemple, charcutiers, etc. Et également, en fait, des magasins spécialisés, comme les magasins bio, en fait, qui n'ont pas la même taille, en fait, que les géants de la distribution. Et tout cela, aujourd'hui, il n'y a aucune solution pour eux pour être livrés en zéro déchet. Donc nous, voilà, notre positionnement, c'est d'être sur ces secteurs-là et on est aujourd'hui les seuls. Merci. On va parler, alors du coup, là, on a beaucoup parlé de logistique et du métier de Pan de Bac, mais je voudrais bien qu'on prenne quelques instants pour parler de toi, ton engagement entrepreneurial, parce que là, c'est ton métier, donc il est lié à un constat, une envie de réparer quelque chose. Tu avais été entrepreneur avant dans la restauration. Est-ce que tu te considères comme une entrepreneur à impact ou est-ce que c'était vraiment une idée de timing Alors, je pense que moi, je suis de la génération qui est juste avant la génération qui est très engagée écolo. Moi, j'avais pas, même quand j'ai ouvert le restaurant, j'avais pas particulièrement une fibre écologique. Parce qu'on n'en parlait pas, en fait, tout simplement. C'était pas des sujets comme aujourd'hui aussi importants. Et du coup, quand j'ai créé Pan de Bac, en tout cas, quand j'ai eu l'idée, c'était à la base plus pour des raisons pragmatiques et de logique. Je me disais, je ne comprends pas où est la logique, en fait, de recevoir tous les jours des produits du même fournisseur et tous les jours, je jette ces emballages. En fait, ça me paraissait un fonctionnement qui n'était pas optimisé et complètement absurde. Et après, effectivement, j'ai creusé en disant, en plus, en fait, ça génère énormément de déchets, de CO2, de tout ce qu'on veut. Donc, c'est encore moins logique pour moi, en fait, de continuer sur ce modèle-là. Et en fait, je pense que mon engagement écologique est arrivé en fait en créant Pan de Bac et en me plongeant dans tout cet univers d'économie circulaire, toutes les initiatives maintenant que je côtoie et que je connais et qui m'ont vraiment ouvert l'esprit. Donc, je pense que c'est plutôt grâce à Pan de Bac, disons, que je suis rentrée dans cet engagement. Tu es tombée dans la marmite. Et dans les entreprises, les entrepreneurs sociaux ou à impact, la logistique, elle est souvent incarnée soit par tout ce qui est insertion et du coup gestion d'entrepôts, emballage, etc. Soit assez c'est vrai, en front, toutes les applis anti-gaspi ou les gens qui font de l'économie circulaire. Je pense à Augustin Jacquelin, je pense à Jean de Phoenix. Tout à fait. Et toi, est-ce que tu trouves que les choses vont assez vite? Tu as dit que tu n'avais pas du coup réussi à bosser avec des fonds à impact. Mais maintenant qu'on parle d'impact tout le temps et qu'on nous dit qu'on est là pour sauver l'économie et le monde, qu'est-ce qu'il faut changer selon toi? Alors, ce qu'il faut changer... Alors, nous, notre positionnement à Pan de Bac, c'était de dire ce qu'il faut changer et ce qui va avoir vraiment un impact à grande échelle, c'est en fait les entreprises. C'est pour ça aussi qu'on s'adresse uniquement à des entreprises, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont faites au niveau des consommateurs. Il y a une sensibilisation forte aussi des consommateurs qui ont conscience de ça, qui demandent des choses et qui font bouger un peu les entreprises. Le problème, c'est que les entreprises, tant qu'elles n'ont pas, pour moi, d'incitation très forte réglementaire ou d'obligation, elles vont que faire des choses en surface pour les consommateurs. D'où tout ce qui est autour du greenwashing, en fait. C'est vraiment pour répondre à la demande consommateur. Donc moi, ce qu'il faut changer, c'est plus d'obligations, de lois, de réglementations pour faire bouger plus vite les entreprises, en fait, dans la transition et pas compter uniquement que sur les consommateurs. Et j'ai une question qui est un peu naïve et j'ai un peu honte vu mon métier de la poser, mais est-ce qu'il y a un syndicat des gens qui sont dans ton métier? Parce que, il y a le mouvement Impact France, il y a les entrepreneurs sociaux, maintenant à Impact. Mais est-ce que sur ces questions qui sont quand même très spécifiques, il y a un lobbying comme il peut y en avoir dans les très grosses structures de recyclage, etc. Alors, on est rassemblés dans un réseau qui s'appelle le Réseau Consigne, qui est une association effectivement qui rassemble
qui essaie en tout cas de rassembler l'intégralité des projets autour du réemploi d'emballage. Mais c'est très récent, en fait. Le réseau consigne, on l'a remis au goût du jour. Il existait, mais il n'était pas du tout actif il y a 2-3 ans, en fait. Et du coup, on a un poids assez faible. On est assez peu connu, effectivement, des pouvoirs publics. Et on essaie de se positionner, effectivement, sur ces sujets de réduction de déchets, d'emballage. On commence là à avoir un peu plus de visibilité. Mais effectivement, ça reste très, très nouveau comme sujet, hein, le réemploi. Oui, puis c'est, j'imagine, facile et pas facile, mais de faire à la fois son métier, de diriger son entreprise et d'avoir le temps de faire du lobbying ou du plaidoyer sur ces questions-là. Ouais, c'est assez compliqué, surtout à notre niveau de développement où on a vraiment... moi, je suis encore beaucoup dans l'opérationnel, par exemple. En tant que CEO, j'ai quand même vocation à plutôt m'éloigner un peu des sujets opérationnels, faire plus justement de plaidoyer. Aujourd'hui, voilà, je passe beaucoup de temps sur l'opérationnel encore, donc c'est assez dur. Peut-être après, quand tu seras présente nationalement et qu'on aura survécu à une ou deux autres vagues de Covid, j'espère que tu trouveras le temps. Chou, si tu es prête, on passe aux questions finales. Oui, allons-y. Il faut répondre en une phrase. D'accord. Quelle est la raison d'être de Pandobac ? Alors, c'est préserver le vivant en réduisant nos déchets. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Tous, en fait, hein, mais comme tout le monde, de manière générale. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Alors, je ne sais pas, je pense que je ne vais pas être très originale, mais j'aimerais bien créer une taxe sur la bêtise. Du coup, quand les gens disent n'importe quoi publiquement, qu'ils aient une amende. Tu es très originale. C'est la première fois que j'ai une taxe sur la bêtise. D'accord. Bon. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ? C'est de parler de son projet, en fait, de ne pas avoir peur d'en parler à tout le monde, parce que les gens ne vont pas piquer l'idée, en fait. Ils vont juste aider, donc en parler. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme ? Du coup, comme je disais, hein, les lois, que les pouvoirs publics aient plus de courage, en fait, à mettre des lois plus strictes. Merci, Chou. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.